sujet aujourd'hui, c'est l'accession à la propriété, avec deux spécialistes du sujet, Xavier Lépine, Néoproprio, Eric Pictet, Home for Life. Xavier, vous êtes un nom de l'immobilier et vous êtes penché donc sur ce sujet. Ce que vous me disiez, c'est que en 40 ans, sur un cycle long, l'immobilier s'est renchéri de façon considérable si on compare à l'inflation du panier de la ménagère. Sur le temps long, on a assisté à un renchérissement massif qui rend l'accession à la propriété pour les classes moyennes très difficile. Quelle solution proposez-vous pour remédier à cela ? Aujourd'hui, la situation est assez claire. Effectivement, comme vous le disiez, 40 ans de croissance quasiment ininterrompue, d'augmentation des prix supérieure à l'augmentation des salaires, fait que le logement n'est plus devenu abordable. Ça fait déjà un certain nombre d'années et finalement le déclencheur de la crise actuelle, c'est la hausse des taux d'intérêt. De la même manière que la baisse excessive des taux d'intérêt avait entraîné finalement les prix vers des sommets. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là ? Je pense qu'on en est au stade où le système doit être cassé. C'est-à-dire on ne trouvera pas de solution par une baisse des prix de 10-20% qui peut-être aura lieu mais qui sera loin d'être suffisante. Nous, ce que nous proposons avec Néoproprio, finalement, c'est de rendre accessible la propriété, pleinement la propriété, mais pour une durée temporaire. Autrement dit, on utilise la technologie, ou disons le droit de l'amphithéose, c'est-à-dire un contrat de propriété temporaire mais total, sur une durée de 25 ans. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret qui illustre le propos. Un appartement qui vaut 300 000 euros, aujourd'hui vous pourriez le louer entre 1 000 et 1 200 euros par mois, mais si vous n'avez pas d'apport, vous allez payer un crédit de 2 000 euros. Ces 2 000 euros, vous n'avez pas les moyens de le payer et ce n'est pas en train de s'améliorer puisque les taux d'intérêt montent. Et à chaque fois que les taux d'intérêt augmentent de 100 points de base, le coût, le renchérissement, c'est de 10%. Donc, le système, je reviens une seconde dessus, 300 000 euros pour un bien, vous ne pouvez pas payer les 2 000 euros de crédit par mois, donc on va vous le vendre pour 25 ans, et on va vous le vendre moitié prix, que vous allez cette fois-ci pouvoir financer par un crédit immobilier classique, donc 150 000 euros qui vont donc vous coûter la moitié. Vous allez payer une petite redevance supplémentaire, toujours dans cet exemple de 250 euros par mois, et donc ça va vous coûter peu ou prou la même chose qu'un loyer. La seule différence, c'est que vous êtes chez vous, et vous êtes chez vous pendant 25 ans. La réalité, et elle est énorme, c'est que vous n'allez probablement pas rester 25 ans dans ce logement, et donc Néoproprio s'engage à vous racheter à tout moment, à une formule convenue d'avance, le prix auquel vous l'avez acheté, moins le temps que vous avez consommé. Par exemple, au bout de 10 ans, les 150 000 euros que vous avez investis, on va vous les racheter 120 000 euros. Donc vous faites effectivement une perte. Mais comme vous avez remboursé 60 000 euros sur votre crédit, eh bien vous partez avec la différence dans votre poche, c'est-à-dire 40 000 euros. Ce qui très concrètement signifie pour un particulier qu'à la différence d'un loyer à fonds perdu, il va récupérer l'équivalent de 3 ans de loyer quand il partira. Donc c'est une propriété progressive, c'est une propriété totalement flexible puisque la personne peut partir à tout moment. Et si la personne a les moyens et l'envie surtout de l'acheter 10 ans plus tard, nous nous engageons à lui vendre le solde du temps qu'il n'avait pas acheté à l'origine, mais cette fois-ci au prix du jour pour cette partie-là. Donc c'est une acquisition éventuellement en 2 temps. C'est un produit donc à très fort impact social puisqu'elle permet à une foultitude de gens finalement d'acquérir leur logement pour un prix cette fois-ci compatible avec leurs revenus. Ce qui est même très souvent à ce niveau-là de situation beaucoup plus facile que de trouver un logement à louer puisqu'il n'y en a pratiquement pas. Alors c'est très clair Xavier pour l'intérêt de celui qui souhaite accéder à la propriété. Maintenant, quel peut être l'intérêt d'un investisseur institutionnel comme ceux qui sont aujourd'hui présents chez Keyplace d'être, si j'ose dire, en face et de détenir des lots immobiliers qui seront vendus à des particuliers sous la formule que vous venez d'expliciter? Tout modèle dissociant, que ce soit celui qu'Eric va nous présenter tout à l'heure ou celui que nous proposons, signifie bien évidemment qu'il y a un investisseur financier qui vient accompagner finalement la personne physique, le néopropriétaire en l'espèce. Quel est son intérêt ? Nous achetons donc à travers une foncière détenue par des institutionnels
Le bien 300 000 euros, nous le revendons 150 000 euros immédiatement. Donc l'institutionnel est exposé à hauteur de 150 000 euros. Lui, il a donc cédé la propriété pendant 25 ans dans le cadre de ce bail emphytéotique. Et il va donc recevoir un revenu mensuel de 250 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 2% de rendement. 2% de rendement, ce n'est pas beaucoup, c'est inférieur à un loyer, mais il y a deux différences énormes. La première différence, c'est que, bien évidemment, comme il a cédé la propriété, il en a cédé avec les avantages et les inconvénients. Et les avantages pour lui, c'est qu'il n'a plus aucun frais, puisqu'il n'est plus propriétaire, donc il ne paye pas la taxe foncière, il ne paye pas les frais d'entretien, il n'a pas de gestion administrative, il n'a pas d'impayé locatif. Donc c'est du 2% triple net, puisqu'il n'est pas non plus imposable. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de ce produit à très fort impact, pour ça évidemment, c'est le gain qu'il va faire à la sortie du dispositif, puisque si par exemple le néopropriétaire, qui reste en général 8 à 10 ans dans le même logement, lui cède ce logement au bout de 10 ans, donc il nous appelle et on le rachète, et bien à ce moment-là, on rachète les 150 000 euros que l'on a vendus à 120 000 euros. Si l'immobilier n'a pas bougé de prix, ce qui en l'espace de 10 ans est assez peu probable, alors évidemment aujourd'hui on parle plutôt d'une baisse de prix, sur un horizon de 2 ans, vu la rareté du logement et vu l'inflation générale, on peut raisonnablement penser qu'il y aura une petite inflation de l'ordre de 2% par an, ce qui correspond d'ailleurs à l'objectif de la BCE d'une manière générale. Eh bien à ce moment-là, il récupère ce bien qui vaut 360 000 euros au bout de 10 ans, il aura mis 150 000 euros à l'origine, il rachète les 150 000 euros du particulier, il les rachète 120 000, il revend l'ensemble à 360 000, ce qui lui fait un taux de rendement de l'ordre de 7 à 8%. Et 7 à 8% de rendement sur de l'immobilier locatif, enfin sur de l'immobilier, excusez-moi, de l'immobilier résidentiel, c'est évidemment beaucoup plus de rendement que n'importe quel autre actif immobilier tel que le bureau, l'hôtellerie, la logistique, etc. Donc c'est un produit qui, pour un investisseur institutionnel, structurellement, s'il a envie d'être exposé à l'immobilier, il peut y trouver un triple intérêt. Un, il a un intérêt d'impact social très fort. Deux, il peut avoir un intérêt vis-à-vis de sa clientèle de pouvoir dire « ok, je suis un institutionnel, une caisse de retraite ou une mutuelle », ça peut intéresser ses clients. Et troisième point, c'est beaucoup plus rentable que n'importe quel autre type d'immobilier, et encore plus probablement vis-à-vis du bureau, dont on sait tous qu'il a un avenir qui n'est pas très évident sur la prochaine décennie. Voilà. Merci Xavier. Effectivement, partout autour de nous, on entend parler de problèmes, soit pour louer, soit pour acheter, et c'est effectivement une belle réponse. On change oui, pas. Et aussi, je me permets de le dire, c'est aussi une réponse par rapport à la mobilité. Parce qu'acheter son logement, souvent, c'est être immobile. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le gouvernement ne pousse pas spécialement à être plus propriétaire. Dans ce système-là, vous achetez, mais à tout moment, vous savez à quel prix vous allez sortir et combien vous allez épargner. Et le montant de votre épargne, c'est la différence entre le prix de rachat garanti et le montant de remboursement de votre crédit. Et en prime, on donne une partie de la hausse de l'immobilier si elle a eu lieu. Merci. Alors, on ne change pas de sujet, on ne change pas de problématique avec Eric, on va juste changer de support. Eric, votre sujet à vous, c'est le viager. Le viager, il se développe, c'est un moyen de monétiser son bien immobilier, c'est une forme alternative d'immobilier. Vous, avec votre œil financier expert, vous l'avez analysé très en profondeur et vous avez observé que dans le viager, il y a quand même quelques inconvénients. Alors vous êtes gentil de dire que que j'ai analysé ça en profondeur. Globalement, en fait, ça revient sur le sujet de la propriété régressive, comme Xavier a présenté un nouvel modèle d'immobilier progressif. D'abord, il faut revenir sur le contexte très rapidement. Aujourd'hui, 70% des gens sont propriétaires de leur résidence principale au-delà de 60 ou 65 ans, 70 ans. Deux, il y a un besoin de monétisation importante. Pourquoi les retraites baissent? Les gens doivent compléter leur retraite, beaucoup d'entre eux. Ils doivent également faire des travaux pour l'énergie. Il faut quelquefois aussi, en quatrième âge, des travaux de mobilité pour adapter la mobilité. Et quatre, eh bien, quand on a besoin d'une assistance, il faut pouvoir aussi la payer. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Le viager est la solution historique pour monétiser.
Néanmoins, on peut se poser la question de savoir, même si cette année on va avoir un peu moins d'1 million de transactions, on n'est qu'à 5, 6, 7 000. Ça progresse peu. Le premier spécialiste du viager, qui est un réseau très connu, a, selon moi, d'après ce que je sais, plus de 5 000 annonces sur son site. Il n'en vend que 1 500. Il y a quand même un problème. Pourquoi? Parce que le prix du viager proposé est basé sur le barème d'Aubry, qui fait que les prix proposés sont trop élevés pour fluidifier le marché. Donc qu'est-ce que propose Home for Life? C'est du côté de l'offre, baisser les prix, c'est-à-dire mettre en place un système qui permet de fluidifier. Vous avez 80 ans, votre prix vénal est de 100, pour faire simple. Normalement, en gros, vous allez vouloir avoir 80 de votre prix immobilier. Moi, sans doute, Home for Life va vous proposer 60, dans le sens où je vais ajouter une décote de 10% sur le prix, je vais allonger l'espérance de vie et je vais calculer le droit d'usage et d'habitation différent. Je parle d'un viager sans rente. Alors là, vous allez me dire, mais personne ne va vous les acheter, va vouloir vendre. L'astuce qu'on essaie de mettre derrière, c'est de dire, oui, mais pour l'acheteur qui va acheter ce bien, il lui faut quand même une rentabilité au moins du taux sans risque. Donc au-delà, si la personne meurt trop tôt ou si le bien prend de la valeur, si la rentabilité de l'acheteur est au-delà d'un certain pourcentage, au-delà du taux sans risque, les héritiers, les ayants droit de l'acheteur, recevront une sorte de soulte. Mais en revanche, il touchera son argent. Aujourd'hui, il est très probable que beaucoup de viagers ne prennent pas preneur et que le temps de transaction est très long. Donc ça, c'est du côté de l'offre. Alors, vous proposez en fait un viager amélioré qui peut fluidifier le marché du viager. À ce moment-là, même question qu'à Xavier, quel intérêt auraient des investisseurs institutionnels d'investir sur ce type de support? Alors vous avez raison, c'est une plateforme, donc on va pouvoir industrialiser d'un côté, mais l'intérêt bien sûr des gens qui sont ici, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté investissement. Donc il y a deux possibilités, ça peut être des particuliers avec du participatif, mais ça peut être aussi des institutionnels. Et quel intérêt les institutionnels auraient à investir? C'est de dire, eh bien dans le principe, le prix étant plus bas dès le départ, normalement, j'ai au moins un taux sans risque, j'ai une rentabilité assurée beaucoup plus forte au départ. Et comme le disait Xavier, donc il y a la rentabilité aujourd'hui du viager est très aléatoire, très faible. L'ensemble des coûts ne sont pas intégrés, d'accord? Donc on va jouer la transparence totale. Donc l'investisseur, lui, il achète à un prix plus bas et donc il a une rentabilité nettement supérieure à n'importe quel viager dans lequel il peut investir. Je dis deux choses. Il y a des fonds viagers aujourd'hui, mais les institutionnels qui achètent, ils achètent sur des viagers importants, de prix importants. Ce n'est pas le viager de tout le monde. Et donc pour rebondir sur la question éthique de Xavier, ça va permettre aux institutionnels également de, entre guillemets, participer à la fluidité du marché et d'investir dans des viagers via des STI en commun. Il y a plein de supports possibles, mais vers le viager de tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Eric, merci à vous deux. C'est vrai que tout le monde scrute aujourd'hui le marché de l'immobilier et donc ces nouvelles formules trouvent tout leur intérêt. À très bientôt.